Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui se stabilisent après la baisse d'hier, une baisse d'un peu plus de 1% pour les indices actions en Europe qui consolident après les récents records qui ont été marqué sur ces marchés européens notamment. Stabilisation aujourd'hui à la faveur de publications de résultats de grands groupes européens, BNP dans le secteur bancaire qui rassure les marchés avec notamment des objectifs financiers horizon 2025 qui sont réajustés à la hausse. Le bénéfice sur l'ensemble de l'année de BNP Paribas aura dépassé les 10 milliards d'euros. BNP Paribas qui engage par ailleurs un programme de rachat d'actions à hauteur de 5 milliards d'euros. Le titre BNP Paribas est entouré aujourd'hui sur le marché parisien et tire l'ensemble du secteur bancaire en Europe. Et puis dans le secteur de l'énergie, c'est le pétrolier BP qui délivrait ce matin ses résultats trimestriels et annuels. Là aussi, la performance est plus que bonne pour le pétrolier britannique qui entraîne l'ensemble du secteur. On voit le poids lourd parisien Total Energy qui participe également au soutien de la tendance aujourd'hui avec des indices qui tournent autour de l'équilibre. Le CAC 40 est légèrement positif à mi-séance en attendant l'événement du jour qui sera la prise de parole de Jérôme Powell. Et oui, quelques jours après la dernière communication du président de la Réserve fédérale américaine, il est attendu ce soir devant l'Economic Club de Washington. Est-ce que ce sera l'occasion pour Jérôme Powell de réajuster un peu le tir après la conférence de presse de la semaine dernière qui avait laissé les marchés dans l'idée que oui, la Fed était en train de préparer une pause qui serait suivie inévitablement d'un pivot, à savoir de baisse de taux. Reste la question du timing et de ce point de vue-là, le dernier rapport mensuel sur le marché du travail américain, le rapport sur l'emploi de vendredi, a peut-être rebattu encore un peu les cartes puisque je vous rappelle un chiffre phénoménal de plus de 500 000 créations d'emplois comptabilisées en janvier aux États-Unis qui montre qu'on est loin d'un refroidissement, en tout cas en tendance, sur ce marché du travail américain. La prise de parole de Jérôme Powell se tiendra en début de soirée pour nous en France et donc après la clôture de nos marchés européens. Nous évoquerons le sujet des banques centrales dans quelques instants avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Et puis nous reviendrons sur les perspectives macroéconomiques de la zone euro, de la France également au sein de la zone euro. Avec les équipes de Scope, ce sera l'occasion d'évoquer la résilience économique qu'on observe jusqu'à présent en Europe et l'enjeu également de la soutenabilité des trajectoires de finances publiques. Et les experts de l'agence de notation Scope seront avec nous donc pour en parler pendant cette demi-heure d'émission. Mais d'abord, c'est l'heure du service après-vente pour les banques centrales après la série de réunions qui se tenait la semaine dernière avec une prise de parole attendue ce soir notamment de Jérôme Powell devant l'Economic Club de Washington aux États-Unis. Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour évoquer ces sujets de banque centrale, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci d'être avec nous. La question effectivement c'est de savoir est-ce que les banques centrales sont en train de changer de cap ou en tout cas de préparer les esprits à une pause prochaine, peut-être imminente. L'idée semblait bien ancrée chez les investisseurs mercredi soir après la conférence de presse de Jérôme Powell. Et puis cette idée semble être plus fragile désormais après la publication notamment, je le disais, du rapport mensuel sur le marché du travail américain. Quel est l'état des lieux des anticipations de marché qu'on peut dresser à ce stade concernant la politique monétaire américaine, Juliette ? Alors c'est vrai que on était un peu dans une situation idéale avant ce rapport sur l'emploi. Les dernières données montraient quand même une relativement bonne résistance de la croissance. On avait plutôt des surprises positives de ce côté-là. Du côté de l'inflation aussi des surprises positives avec une inflation qui ralentissait des deux côtés de l'Atlantique et puis un mouvement bien enclenché côté américain. Et puis
cette Fed qui ralentit sa hausse de taux la semaine dernière. Et là, vraiment, ce rapport sur l'emploi vient rebattre complètement les choses. Alors certes, il y a une énorme réévaluation annuelle de la population pour 2022 qui pourrait expliquer une partie de cette hausse exceptionnelle du nombre d'emplois pour le mois de janvier. On a aussi des problèmes de désaisonnalisation dans l'enquête entreprise qui sont particulièrement fortes en janvier. Et puis, c'est vrai que les saisonnalités ont un peu bougé avec la crise Covid. Donc, il y a vraiment quelques éléments qui pourraient expliquer cette hausse particulièrement vigoureuse. Mais néanmoins, ça rebat les cartes et ça laisse entendre qu'on pourrait aussi avoir des effets quand même de second tour avec un marché du travail qui reste très tendu, un taux de chômage au plus bas depuis 53 ans. Et donc là, on a vu quand même un mouvement de marché assez fort sur côté obligataire et un repricing des taux. Je regardais là ce matin pour le mois de juin, on a presque 30 BP de hausse de taux supplémentaires qui sont anticipés par les marchés de taux. Donc, ça pourrait correspondre à peu près à ce que disait Raphaël Bostic hier, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudra une hausse de taux supplémentaire si l'économie est aussi dynamique que ce que laissent penser ces chiffres de l'emploi. Et dans le même temps, Juliette, on constate qu'avec un marché du travail et un taux de chômage à 3,4% désormais, vous l'avez dit, plus bas depuis 1969, on a le sentiment et on constate quand même des pressions salariales, alors qui sont toujours là, peut-être trop élevées encore, mais qui semblent être moins fortes que ce qu'on pouvait observer en début d'année dernière, quand on avait un taux de chômage qui était autour de 3,8% au premier trimestre 2022 pour l'économie américaine, et des pressions salariales. Il y a différentes mesures, mais l'indicateur du salaire horaire moyen progressait à un rythme annuel qui était à plus de 5,5 même, et proche de 6 au démarrage de l'année 2022. Avec un taux de chômage plus bas, on se retrouve avec des pressions salariales qui semblent commencer à être moins fortes. Oui, c'est vrai que ça peut paraître complètement paradoxal, puisque là on est sur des rythmes de progression des salaires annuels de l'ordre de 4,4%, donc ça a nettement ralenti. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on regarde d'autres indicateurs sur le marché du travail américain, notamment la série sur les licenciements, il y a une tendance à la dégradation depuis quelques mois. Sur le mois de janvier, les licenciements ont fortement remonté, c'est 103 000. Quand on regarde le rapport ADP aussi, on a un freinage des créations d'emplois dans le secteur privé. Donc c'est vrai que les chiffres sur l'emploi sont assez difficiles à lire aux États-Unis et on observe quand même dans un certain nombre de secteurs des dégradations. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'annonces, notamment dans le secteur de la tech, de réduction d'emplois dans les mois à venir. Donc c'est vrai que c'est peut-être un environnement un peu moins porteur pour des hausses de salaire substantielles. Bon. En tout cas, ça montre bien la volatilité macro qui perdure, qui persiste et qui peut brouiller encore un petit peu la lecture de la trajectoire qu'on peut avoir pour la politique monétaire américaine. Jérôme Powell à suivre ce soir. Côté européen, Juliette, là aussi, si on se réfère à la communication de Christine Lagarde jeudi dernier et de la réaction de marché qui en a suivi, on imagine que certains investisseurs ont perçu une tonalité un peu moins dure ou une tonalité hawkish, certes, mais un peu moins franche, un peu moins directe de la part de Christine Lagarde, qui s'est même avancée sur l'idée que la balance des risques sur l'inflation était un peu plus équilibrée aujourd'hui. Est-ce que c'est prématuré pour la BCE de s'avancer sur ce terrain-là à ce stade, Juliette ? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu prématuré. Alors ce qui tranche dans le discours de la semaine dernière, c'est que on a une tonalité beaucoup moins agressive que au mois de décembre où c'était relativement exceptionnel. Alors certes l'inflation a baissé, mais le dernier chiffre est un peu compliqué à analyser puisqu'on n'a pas l'inflation allemande et qu'elle a été estimée par Eurostat. Donc on verra le chiffre final qui sera publié le 23 février. En revanche, c'est vrai que les risques sont un peu plus équilibrés, mais Christine Lagarde a quand même insisté en disant que
on n'était pas encore dans une phase de désinflation en Europe, que l'inflation corps restait encore élevée. Elle a évoqué le chiffre de janvier et il reste quand même assez clair qu'il y a plus de chemin à parcourir pour la BCE que pour la Fed. Et on a vu donc après cette conférence de presse de nombreux membres de la BCE intervenir pour essayer de rétablir un petit peu les choses en disant que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée, que la volonté de la BCE n'était pas d'être plus dovish que cela, et qu'on allait attendre mars avant d'avoir un chemin plus clair sur le chemin de hausse de taux. Oui, Juliette. Oui, donc il me semble que la réaction de marché a peut-être été un peu trop optimiste à cette communication de la BCE. Bon, on suivra. Les prochaines réunions auront lieu au mois de mars désormais pour ces grandes banques centrales, mais beaucoup de communication évidemment attendue. Je le rappelle, à commencer par Jérôme Powell ce soir et d'autres banquiers centraux qui s'exprimeront encore tout au long de cette semaine. Merci beaucoup Juliette, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Revenons à présent sur les perspectives de la zone euro, spécifiquement de la France peut-être en particulier au sein de la zone euro, avec notamment la lecture qu'on peut faire de la trajectoire des finances publiques et donc des notations souveraines. C'est un des expertises de l'agence pan-européenne Scope qu'on reçoit régulièrement dans cette émission. Son directeur pour l'Europe de l'Ouest est avec nous, Marc Lefebvre. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là, accompagné de Thomas Gillet qui est directeur associé et en charge notamment des notations souveraines chez Scope Group. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Marc, je le disais, un mot effectivement de l'actualité de Scope Group. On vit avec vous la croissance de Scope dans l'univers des agences de notation en Europe et de ce point de vue-là, la croissance se poursuit. Tout à fait. On a un très beau momentum. Trois éléments à partager aujourd'hui. Nous allons annoncer dans quelques jours la venue d'un nouvel actionnaire, un grand groupe bancaire français, l'un des plus grands européens, qui, si vous voulez, c'est extrêmement important en tant qu'agence de notation d'avoir une reconnaissance des institutionnels, mais également des émetteurs, j'y reviendrai après. Donc en tout cas, ce groupe nous rejoint, c'est un vote de confiance important, et ce qui prouve à quel point, depuis notre développement, qui se développe, qui s'accroît extrêmement au cours des derniers mois, Scope devient clairement un élément essentiel de l'écosystème financier. Donc ce groupe nous rejoint, fait suite à l'arrivée d'AXA. On s'en souvient, on en avait parlé il y a quelques mois sur votre plateau. AXA, Foyer, Talenx, Mobiliar, mais également Reichsstiftung, qui est la plus grande association allemande. Donc on a une diversité géographique et une diversité d'acteurs et de taille, asset owner, asset manager, fondation. C'est donc des éléments importants de reconnaissance. Et ça valide l'enjeu de la souveraineté de la notation européenne. Enfin, c'est le creuset qui est au cœur, que vous travaillez depuis le début, Marc. De notre ADN. Mais bien sûr. Nous sommes l'agence européenne par les Européens, pour les Européens et le vaste monde, évidemment, en termes d'investisseurs. Et ça, nous avons effectivement ici une transformation de cette stratégie qui est importante. C'est un nouvel acte de notre histoire. Le deuxième élément très important, évidemment, puisqu'on interagit au cœur de l'équation entre émetteurs et investisseurs, c'est d'avoir une reconnaissance des émetteurs. On en a une de taille, puisqu'on parlait de l'Europe tout à l'heure, la Banque Centrale Européenne. La Commission européenne nous a confié un mandat public pour son sujet de Next Generation, donc le plus gros fonds jamais levé, plus de 800 milliards. Donc ça, c'est une deuxième reconnaissance importante. On a lancé ce que j'appelle un électrochoc de place avec le CAC 40. Plusieurs sociétés du CAC 40 vont nous rejoindre publiquement en tant que clients de nos notations corporate. Et puis peut-être le dernier élément important, c'est que les parts de marché de l'ESMA ont été communiquées au mois de décembre et nous sommes ravis d'être sur le podium, à la fois sur le sujet corporate, mais également souverain et subsovereign que Thomas représente ici, où nous sommes deuxième, donc devant par exemple des Fitch ou des Moody's. Donc vous voyez qu'effectivement l'alternative européenne aux agences américaines augmente, accroît ses parts de marché, sa reconnaissance,
et nous sommes de plus en plus visibles, et c'est donc une bonne chose pour effectivement la souveraineté du financement en Europe. Non, très clair, effectivement. Et puis, vous parlez de momentum. Effectivement, on voit bien la reconnaissance de l'ensemble de l'écosystème, émetteurs, institutions financières, qui se met en place derrière vous. Tout à fait. C'est l'équation qui est essentielle. Ouais. On n'a pas de notation sans émetteurs et sans investisseurs. À propos de notation, alors on va parler des notations souveraines en Europe. C'est vrai qu'on en parle un peu moins de ces notations souveraines par rapport aux crises précédentes. Un mot peut-être déjà des perspectives macro avec vous, Thomas Gillet, quand vous regardez la zone euro, et notamment la résilience qu'on constate dans les économies de la zone euro à travers l'année 2022 notamment. Je rappelle qu'à un moment, quand même, l'un des scénarios centraux, c'était celui d'un chaos énergétique et d'une crise économique majeure, pas la petite récession technique. C'est ce que beaucoup d'économistes avaient en tête il y a encore 6-9 mois pour la zone euro. Rien de tout ça n'est arrivé. Quels sont les enseignements qu'on tire de cette résilience à ce stade et jusqu'où est-ce qu'on peut raisonnablement extrapoler ce phénomène de résilience aujourd'hui, Thomas ? Oui, alors effectivement, nous, pour l'année 2023, on anticipe un ralentissement marqué, mais pas de récession en zone euro, sur fond de modération des prix de l'énergie et de hausse des taux d'intérêt directeurs. Donc, comme vous l'avez souligné, on avait des craintes aussi courant 2022 sur une possible contraction de l'activité. Néanmoins, lorsqu'on regarde les derniers indicateurs, ils sont plutôt bien orientés, que ce soit les indices de confiance, les indices PMI. On l'a vu aussi au T4 2022, avec une croissance certes très faible, 0,1%, mais malgré tout positive. Et donc nous, sur l'année 2023, la croissance diminuerait de 3,6% en 2022 à 0,7%. Donc c'est un phénomène qui concerne tous les grands pays européens, Italie, Allemagne, France, Espagne, avec une croissance qui serait comprise grosso modo entre 0 et 1, donc faible mais positive. Et point important, c'est que les risques qui pèsent sur ce scénario sont globalement équilibrés. C'est-à-dire que oui, on voit des risques liés à la volatilité des prix des matières premières, aux incertitudes géopolitiques, qui font que la croissance est et restera probablement plus volatile cette année qu'elle ne l'était par le passé. Mais malgré tout, on voit aussi un certain nombre de facteurs de résilience qui permettraient justement à la zone euro d'éviter la récession en 2023. Exemple, d'où vient cette résilience aujourd'hui, Thomas ? Alors, la résilience, elle s'explique selon nous principalement par la modération des prix de l'énergie. Donc, si on regarde par exemple le prix du pétrole, il était aux alentours de $120 le baril à l'été 2022. Il est aux alentours aujourd'hui de $80. Si on regarde le prix du gaz, il a aussi fortement diminué, parce que les pays ont été capables de reconstituer leurs stocks, du moins pour ceux qui ont des capacités de stockage. Ils ont aussi diversifié les approvisionnements avec du gaz naturel liquéfié. L'hiver est relativement doux, donc ça contribue aussi à diminuer la demande de gaz. Et c'est vrai aussi sur l'électricité. Si on regarde les prix futurs à horizon 12 mois, ils ont été divisés par 3 ou 4 en France et en Allemagne, début 2023, par rapport à ce qu'ils étaient à l'été 2022. Donc effectivement, comme vous le mentionnez tout à l'heure, on avait ce scénario très dégradé sur un possible rationnement de l'accès à l'énergie. Et ce qu'on constate fin 2022, début 2023, c'est que ce scénario ne s'est pas réalisé, d'où ce regain d'optimisme qui soutient l'activité. On a réussi, on est en train de créer une forme de résilience structurelle face à la question énergétique, face au risque de volatilité des prix de l'énergie qu'on a encore devant nous, ou est-ce que à ce stade, c'est le facteur chance météo qui compte le plus? Ou est-ce qu'il y a quand même derrière cet hiver doux, effectivement, qui est venu détendre considérablement l'atmosphère, est-ce qu'il y a quand même, sur le plan de l'industrie, sur le plan des efforts des États, des efforts structurels qui ont été à l'origine également de cette résilience? Oui, je crois qu'il y a effectivement des facteurs conjoncturels qui sont bienvenus pour soutenir l'activité. Mais il y a aussi et surtout des éléments structurels, comme vous le mentionnez, avec une prise de conscience des États qui, on le voit à travers notamment le plan de relance européen, mettent l'accent de plus en plus sur les politiques en matière de transition climatique et énergétique. Donc il y a véritablement, je pense, une prise de conscience un peu à marche forcée qui permet à la fois de gérer le court terme, mais qui permettra aussi probablement de préparer le moyen long terme.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la France spécifiquement, peut-être, dans l'univers de la zone euro, qui a toujours été perçu comme l'élève assez moyen, on va dire, hein, ni trop bon, ni trop mauvais, d'une certaine manière. Est-ce qu'on conserve cette place aujourd'hui ? Oui, alors je dirais que la situation de la France est un peu à l'image de celle de la zone euro, c'est-à-dire que l'activité devrait ralentir assez fortement, mais on ne devrait pas avoir de récession. Sur l'année, on serait aux alentours des 0,5% selon notre scénario central. L'économie avait profité pleinement du rebond post-Covid en 2022. Effectivement, en 2023, cet effet-là ne jouera plus. Mais comme en zone euro, on voit que le chiffre du T4 2022 a été globalement positif, 0,1%, avec une modération notamment des contraintes d'offres sur l'approvisionnement des entreprises, une bonne orientation aussi du commerce extérieur. Le seul élément qui est un petit peu décevant, c'est la consommation des ménages, mais avec la modération des prix de l'énergie et puis avec une orientation du marché de l'emploi qui est plutôt bonne, voilà, nous on considère que probablement courant 2023, ça pourrait aussi soutenir la croissance. Donc ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que dans les chiffres de PIB, T4 ou dans des chiffres plus spécifiques du mois de décembre, on voit quand même un affaiblissement assez prononcé là, de la demande domestique, de la consommation des ménages, en France mais en Allemagne également. Vous ne voulez pas tirer cette tendance trop loin dans le temps, Thomas ? Oui, c'est-à-dire que nous on considère qu'il y a des mesures contracycliques qui ont été mises en œuvre et qui ont permis de gérer la crise, c'est-à-dire d'amoindrir le choc pour les ménages et les entreprises. Donc ces mesures, elles ont été bénéfiques au cœur de la crise, mais on considère qu'elles seront aussi bénéfiques en sortie de crise, parce qu'elles permettront justement de soutenir la consommation, de soutenir l'investissement des entreprises, et encore une fois, d'éviter la récession en 2023. Si le risque énergétique ou le risque de chaos énergétique n'est plus le risque principal économique pour la zone euro, est-ce que ce risque est désormais un risque monétaire, un risque de politique monétaire, précisément ? Oui, alors en 2023, nous on anticipe que la Banque Centrale Européenne va continuer à relever ses taux d'intérêt, néanmoins à un rythme moindre qu'en 2022. Donc si on regarde à 2022-2023, on a une hausse cumulée à l'heure actuelle qui est de 300 points de base. La Banque centrale a annoncé qu'elle ferait 50 points de base supplémentaires en mars, donc ça portera cette hausse cumulée à 350 points de base. Maintenant, si on regarde 2022 versus 2023, ce qu'on constate, c'est que l'essentiel de la hausse a été réalisé en 2022. Et pour 2023, nous on anticipe au minimum 100 points de base, peut-être un petit peu plus, mais probablement pas davantage. Donc on aurait des taux directeurs avec un point haut courant 2023, même si évidemment la condition pour cela, c'est le recul de l'inflation, qui était à plus de 8% en 2022. Nous, on la voit plutôt aux alentours des 6% en 2023. 6% en 2023, ça veut dire en fin d'année, on est à 3, quoi. 6% en moyenne. Oui, c'est ça, mais ça veut dire qu'en fin d'année 23, on tombe à des chiffres qui sont entre 3 et 4. Quoi. Exactement, et avec quand même un certain nombre de risques sur cette projection, notamment l'inflation sous-jacente. On l'a vu en janvier, elle est toujours aux alentours de 5%, donc c'est quand même relativement élevé par rapport à la cible de la Banque centrale. On a aussi la volatilité des prix des matières premières, à la fois sur le marché international, mais aussi sur le marché domestique. On l'a vu en fin d'année en France avec les contraintes sur la production nucléaire, c'est aussi un élément à prendre en compte. Le marché de l'emploi reste bien orienté, donc on n'est pas non plus à l'abri d'une boucle prix-salaire qui pourrait se mettre en place dans certains pays. Et puis le dernier élément, c'est les mesures budgétaires contracycliques, qui sont toujours en place pour certaines, et qui pourraient aussi entretenir les tensions inflationnistes à très court terme. Je rappelle, en Allemagne, aujourd'hui et pendant quelques temps encore, les entreprises et les ménages payent le kilowattheure 13 et 7 centimes. Voilà. Donc on est très très loin de ce qu'on a pu observer en termes de prix de marché spot au cours de l'année 2022. Qu'en est-il du risque souverain, puisque là c'est votre domaine d'expertise, les notations souveraines des pays européens. J'ai en tête, en juin 2022, la BCE qui est obligée de communiquer en urgence pour informer les marchés, les investisseurs, qu'il y aura un mécanisme garantissant la bonne transmission de la politique monétaire, à savoir un filet de sécurité qui doit protéger les pays les plus fragiles, les pays périphériques. On pense toujours aux mêmes, Italie, Portugal, Espagne, etc. Et depuis, le risque souverain a totalement disparu du radar des investisseurs. Qu'en est-il quand on réfléchit à ces questions d'un point de vue économique, Thomas ? Oui, alors le resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, mécaniquement, ça impacte les conditions de financement des pays en zone euro. Le premier élément, c'est bien sûr le taux directeur, c'est-à-dire le prix de la liquidité.
Et si on regarde à peu près les conditions de financement telles qu'elles sont aujourd'hui, il faut remonter avant 2015 pour voir des taux à 10 ans qui sont de 2, 3, 4%. Donc oui, le resserrement de la politique monétaire a eu des effets sur les conditions de financement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi la volonté de la Banque centrale européenne de réduire ses achats de dette en zone euro. Donc de réduire progressivement la taille de son bilan. Elle a annoncé 15 milliards d'euros en moyenne par mois entre mars et juin 2023. Donc ça aussi, ça va contribuer à tendre un peu les conditions de financement, puisque toute la dette qui n'est pas achetée par la BCE devra être trouvée preneur auprès d'investisseurs. Et c'est un point aussi important, les programmes de financement des pays en zone euro restent relativement élevés. En Allemagne, plus de 530 milliards d'euros pour l'année 2023, 270 milliards d'euros en France. Et ça s'explique par le fait que l'activité économique ralentit et que les mesures budgétaires contre-cycliques perdurent en partie. Donc oui, les conditions sont plus tendues. Néanmoins, je pense que et ça rejoint un peu le message sur la question de la résilience, c'est important de relativiser cette dynamique. Si on regarde les taux en zone euro tels qu'ils sont aujourd'hui, ils sont globalement en ligne avec ce qu'on observait dans les années 2000. Donc en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est une période de normalisation de la politique monétaire après une décennie de taux excessivement bas. Et il y a également la maturité de la dette en zone euro qui est relativement longue. Donc ça donne quand même des marges de manœuvre aux États pour consolider, assainir leurs finances publiques avant d'absorber d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue comptable, l'augmentation des taux d'intérêt. Ça nous laisse combien de temps, Thomas ? Non mais, cette phase de répit sur la question de la soutenabilité des finances publiques, elle peut durer combien de temps ? Non, je pense que les États ont probablement plusieurs années devant eux pour assainir les finances publiques. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un tas d'aléas baissiers qui entourent ce scénario, donc c'est aussi des facteurs qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que les États ont la capacité de mettre en œuvre progressivement les mesures qui permettront de consolider les finances publiques, à la fois maîtriser les dépenses, donc réduire les déficits, mais aussi soutenir l'activité économique avec des politiques d'offres qui viendront booster en quelque sorte la croissance dans les prochaines années. C'est bien sûr le plan de relance européen et puis toutes les initiatives qui sont prises pour soutenir la transition climatique. Marc, c'est important la notation souveraine dans l'activité de Scope. Est-ce que ça change ? Moi, j'ai en mémoire évidemment la crise des dettes souveraines où les agences de notation, à l'époque américaine, elles existent toujours, ont été quand même vivement pointées du doigt pour être en retard justement sur la question de la trajectoire des finances publiques. Les choses ont changé depuis. Le fait qu'il y ait une agence européenne pour ces notations souveraines, ça change quelque chose ? Tout à fait, avec cette diversité d'opinions, on l'entend de la part de Thomas, diversité d'opinions qui va prendre en compte les réalités sociales et économiques européennes. C'est cela dont on a besoin. Et donc c'est effectivement très important, puisque là on parle vraiment du financement de l'économie réelle. On part de l'État, on fait également les notations de régions, par exemple, qui sont extrêmement importante dans le maillage territorial, donc c'est central. Tout est rassemblé en fait autour de ça. Et donc sur cette partie-là, vous êtes numéro 2 aujourd'hui, c'est ça ? On est numéro 2 devant Fitch et Moody's en Europe, bien entendu. Oui, non, mais c'est votre terrain d'activité pour l'instant. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci d'être venu parler macroéconomie, notation souveraine et l'actualité de Scope Group avec Marc Lefebvre, le directeur Europe de l'Ouest de Scope, et Thomas Gillet, directeur associé en charge des notations souveraines chez Scope Group, qui étaient les invités de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.